Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de direct pour ce mardi 2 février 2021. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée au développement du réseau routier en Égypte. Mais on va commencer par des nouvelles et quelques reportages. Notre première nouvelle ce soir concerne le président Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya au Caire son homologue congolais Félix Tshisekedi. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État s'est entretenu en sommet avec M. Tshisekedi, puis les entretiens se sont élargis aux délégations des deux pays. Le président Al-Sisi a salué lors de cet entretien les fortes relations historiques liant l'Égypte et la République démocratique du Congo, la coopération conjointe et la convergence entre les deux pays. Le président a souligné l'intérêt qu'accordait le Caire au renforcement de ses relations, de la coopération avec ce pays frère dans les différents domaines en vue de créer un partenariat durable. Le président Al-Sisi a indiqué que ceci nécessitait davantage de coordination dans le domaine sécuritaire afin de restaurer la paix et la stabilité dans le continent africain. Le chef de l'État a salué aussi la coopération bilatérale dans le domaine du développement du potentiel humain, mettant l'accent sur l'importance de poursuivre les projets conjoints durant la prochaine phase. Le président congolais a de son côté rendu hommage au soutien accordé par l'Égypte à son pays, soulignant l'importance de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines commerciaux et économiques également. Il a salué à cet égard les activités des entreprises égyptiennes travaillant au Congo démocratique dans les secteurs de la construction, de l'énergie et des infrastructures. Monsieur Tshisekedi a aspiré à l'augmentation du volume des investissements égyptiens au Congo et à la poursuite de l'aide technique accordée par le Caire à ce pays, surtout sur le plan du développement du potentiel humain. Le président congolais a appelé à profiter de l'expérience de la vision égyptienne concernant le renforcement du travail africain conjoint et la direction de l'Union africaine à la lumière des défis auxquels fait face le continent. L'entretien Al-Sisi-Tshisekedi a abordé en outre les derniers développements régionaux d'intérêt commun, surtout le dossier des eaux du Nil. Les deux dirigeants se sont accordés sur l'importance d'intensifier la coordination et les consultations pour suivre ces derniers développements, surtout à l'approche de la prise de la relève de la présidence de l'Union africaine par le Congo prévue lors du prochain sommet africain. Passons à nos reportages. Le président Abdel Fattah al-Sisi a participé hier via vidéoconférence aux travaux de la session inaugurale du Forum arabe des renseignements à l'occasion de l'inauguration du siège du Forum au Caire. Le chef de l'État a salué les délégations arabes participant au forum et a prononcé une allocution dans laquelle il a appelé à dynamiser ce forum pour en faire un instrument puissant en vue de renforcer la coopération des services de renseignement arabes. Sally Hamed et Shahines Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé lundi via vidéoconférence aux travaux de la session inaugurale du Forum arabe de renseignement à l'occasion de l'inauguration du siège du Forum au Caire. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président el-Sisi a souhaité la bienvenue aux délégations participant au forum et a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné l'importance d'activer le Forum arabe de renseignement en tant que mécanisme fort et de soutien pour la coopération en matière de renseignement entre les pays arabes frères, ainsi que la mise en place d'un système intégré et ordonné par les tribunaux pour lutter contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste et le crime organisé pour contribuer à assurer la sécurité et la stabilité dans tous les pays arabes.
Le président Al-Sisi a également souligné l'importance d'une action collective dans le cadre de la fraternité arabe pour restaurer la stabilité dans tous les pays de la région, surtout ceux qui sont ravagés par des crises et où les organisations terroristes cherchent stabilité soutenue par des forces étrangères régionales et internationales visant à créer le chaos afin de cibler nos chères patries et appelant tous les participants à coopérer et à s'unir pour surmonter toute divergence afin de faire avancer les intérêts des peuples et des pays arabes. Les délégations participantes au forum présidé par le chef des renseignements égyptiens, M. Abbas Kamel, ont de leur côté félicité le président Al-Sisi de l'Égypte pour l'inauguration du forum, soulignant son importance en tant que plateforme afin de promouvoir une action commune pour sauvegarder la sécurité nationale arabe et faire face aux défis auxquels la région arabe est confrontée, notamment la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste. Aussi, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni il y a quelques jours avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le ministre du Transport, Kamel Al-Wazir, et le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, le général Monaim Al-Tarras, pour examiner le plan de développement du réseau ferroviaire et de liaison des nouvelles voies de train électriques avec les chemins de fer existants. Un reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni depuis quelques jours avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre du Transport Kamel El-Wazir et le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Monaim Al-Tarras. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le plan de développement du réseau ferroviaire et de liaison des nouvelles voies de train électriques avec les chemins de fer existants. Le chef de l'État a donné ses directives de la mise en œuvre immédiate du plan de développement du réseau ferroviaire national, en ajoutant de nouvelles voies de lignes de train électriques à grande vitesse, tout en les reliant au réseau ferroviaire existant, soulignant l'importance de ce système en tant que facteur fondamental dans la mise en œuvre de la stratégie de l'État pour réaliser l'intégration entre les éléments de développement dans tous les domaines au niveau de la République, comprenant des zones industrielles et agricoles, des villes et des communautés urbaines, visant à les relier aux nouveaux ports et centres logistiques en tenant compte de l'augmentation prévue concernant l'utilisation des moyens de transport, en tenant compte des énormes efforts de développement actuels et futurs dans le pays. Le porte-parole a déclaré que la réunion a abordé également le plan de la création du nouveau réseau de trains électriques à grande vitesse et du système de stations d'échange pour se connecter au réseau existant, ainsi que les gares principales et régionales réparties sur le groupe de lignes du train électrique. Cela vise à relier les principales zones géographiques et directions de pays avec de nouvelles routes s'étendant de Ain el-Soukhna jusqu'à l'Alamein el-Jadida et de l'Alamein el-Jadida à Matrouh, ainsi que de la ville de 6 octobre jusqu'à Aswan et Hurghada à Luxor, d'une longueur totale d'environ 1795 km². Outre les mesures déjà prises et les projets futurs de modernisation des systèmes administratifs et ceux de l'exploitation du réseau ferroviaire portant sur le projet d'infrastructure, tels que le développement de la signalisation et des chemins de fer pour assurer les normes de sûreté et de sécurité, ont été examinés. Aussi les efforts déployés pour renouveler le réseau ferroviaire, augmenter l'efficacité des ateliers et développer les gares à l'échelle nationale. Et notre dernier reportage concernant le Conseil arabe pour la responsabilité sociale qui a honoré la ministre égyptienne de la solidarité sociale, Nevin Al-Qabbaj, parmi les 7 femmes les plus influentes du monde arabe, en lui décernant le prix de la femme arabe dans le domaine de la responsabilité sociétale. Donc un reportage et tout de suite après, on entame notre partie débat.
Le Conseil arabe pour la responsabilité sociale a honoré la ministre égyptienne de la solidarité sociale, Nevin El-Kabbaj, parmi les 7 femmes les plus influentes du monde arabe, en lui décernant les prix de la femme arabe dans le domaine de la responsabilité sociale. C'était en présence du secrétaire général de la Ligue des États arabes, l'ambassadeur Ahmad Aboulghit. Cette mise à l'honneur a eu lieu en marge du lancement par le dit Conseil de la 2e édition de la Journée de la femme arabe, organisée sous les auspices de la Ligue arabe. Madame El-Kabbaj a été honorée pour son rôle important dans le renforcement des activités liées à l'autonomisation sociale de la femme, des catégories marginalisées et des plus démunies, ainsi que pour ses efforts déployés dans l'aide des personnes handicapées à s'intégrer dans la société, en plus de son soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Et son appel continu à l'importance de la transformation numérique et à son effet sur la gouvernance des données. Le secrétaire général de la Ligue arabe a participé à la mise à l'honneur des femmes pionnières qui ont remporté le prix de la responsabilité sociale, cette année conformément à des critères objectifs de choix dans un certain nombre de domaines fondamentaux, comme la culture, la diplomatie, la politique, l'économie, les médias, le développement durable, la responsabilité sociale et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et à présent, mesdames et messieurs, on va passer à notre partie débat qui concerne, comme on l'a annoncé, le développement des réseaux routiers en Égypte. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Raouf Ghafar, expert en économie. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci, vraiment. Alors, bien entendu, si on regarde notre infrastructure routière, nous allons voir vraiment durant les 6 dernières années un énorme développement. Incroyable, franchement. Et on ne peut pas s'imaginer la quantité, le kilométrage de ces routes qui ont été exécutées dans un temps record et selon les normes et les spécifications mondiales. C'est quelque chose vraiment de formidable. Et comme vous l'avez dit, les réseaux routiers font partie, sont un des piliers de l'infrastructure. Pour se développer, on a besoin d'énergie, on a besoin de transport. Et justement, les routes représentent un moyen de transport très pratique et qui peut aller de n'importe où à n'importe où. Et c'est justement ce que le président et les administrations ont pensé. Et on a remarqué, on a vu des autoroutes qui ont été très bien exécutées et mises en œuvre dans les dernières années, et ils ont réduit considérablement le temps de transit, c'est-à-dire entre une ville et l'autre, ça réduit le temps, ce qui se reflète directement sur le coût si on parle commerce, le coût des marchandises qui sont transportées, etc. Le temps qu'ils prennent les magasins ou les usines jusqu'au port d'exportation ou jusqu'aux les marchés, etc. Donc c'est une chose vraiment, comme je viens de dire, formidable et qui a rendu et va rendre beaucoup de services et bénéfices au développement de l'Égypte. Justement, les économistes mesurent beaucoup le développement d'un pays par rapport à plusieurs indicateurs, dont le réseau routier. Absolument. Alors, quelle est cette relation entre le développement économique et le réseau routier? Premièrement, je dis ça souvent,
Henry Ford, le fameux fabricant d'automobiles américain, il a dit ça en 1917. Il a dit les routes, les réseaux routiers sont les artères du développement. C'est vrai que l'Amérique est tellement grande et étendue et les réseaux routiers là-bas représentent une chose. Mais en principe, certainement, ça a un impact direct sur le développement et l'économie. Parce que, comme je viens de dire, pour transporter les passagers, les messieurs qui vont de leur maison à leurs usines ou à leur travail, ça réduit le temps et par conséquent l'énergie, etc., l'effort. Et d'autre part, pour transporter les produits du fabricant, de l'agriculteur, jusqu'au marché ou bien au port, et ça réduit encore le temps et ça économise dans l'essence, la consommation des carburants, etc. Ça veut dire que de tous les points de vue, de tous les côtés, ça représente des avantages. Et à la fin du compte, ça se reflète sur le prix final de ce produit, ce qui permet à l'économie de croître avec un taux assez raisonnable. Et pour les produits qui vont vers l'exportation, encore une fois, ça devient de plus en plus compétent. Outre les routes, l'État a un énorme plan de développement pour les nouvelles lignes de métro, le nouveau réseau ferroviaire avec les trains à grande vitesse, le train électrique. Alors, parlez-nous de chacun de ces projets et des avantages ou des fruits que chacun de ces projets va apporter à notre économie. Premièrement, le monde se dirige vers, disons, un peu plus de soucis à propos de l'environnement. Donc, on se dirige vers les énergies propres et l'électricité est considérée comme une des énergies propres, à comparer au solaire, au diesel qui opèrent les trains. Donc, le premier avantage, c'est que maintenant... On pollue moins. Justement que maintenant, grâce aux efforts qui ont été exercés, nous avons suffisamment d'électricité qui nous permettent de justement opérer ces réseaux ferroviaires. Donc, premièrement, environnement, la seconde chose, c'est que ça permet au train d'aller encore plus vite. Ce qui veut dire que le temps, encore une fois, entre un point A et un point B est réduit, donc le coût, à la fin du compte, est réduit. Ça, c'est une autre chose qui sert directement vers le bien de l'économie, certainement. Et en plus, le monde entier va dans cette direction, c'est-à-dire partout dans le monde industrialisé et avancé, en Europe, en Amérique, on ne voit plus les trains traditionnels, mais on voit les trains électriques. Et c'est justement ce qu'on a commencé à faire. Premièrement, on a amélioré les voies qui existent maintenant, signalisation, etc., et même la voie elle-même pour essayer de réduire le temps et de réduire le nombre d'accidents, etc., et de hasard. Mais encore, on essaye de remplacer ça par les réseaux électriques, justement, qui permettent un nombre de trains plus grand parce que la distance, la même distance est couverte dans un minimum de temps. Et ça permet justement d'aller dans des très très longues distances, etc. Nous avons justement
vu et lit. On a la signature finalement récemment d'une voie ferroviaire qui va lier la mer Rouge à la mer Méditerranée, 500 et quelques kilomètres entre Ain Sokhna et Al-Amin. Et puis ça va s'étendre au-delà, en passant certainement par le Caire, la nouvelle capitale administrative, etc. Et puis d'ici du Caire jusqu'à Aswan d'un côté, et puis ça va prolonger sur la Méditerranée de Al-Amin jusqu'à Marsa Matrouh et peut-être plus loin, et probablement sur la mer Rouge vers le sud, peut-être Hurghada et tous les sites touristiques qui existent. Donc, bon, dans certains pays, surtout dans les pays, dans beaucoup de pays asiatiques, on trouve qu'ils ont plus recours aux aéroports et les billets d'avion coûtent vraiment rien, moins qu'un billet de train même, pour justement relier toutes les parts du pays. Pourquoi est-ce que nous avons choisi le réseau ferroviaire qui coûte certainement beaucoup plus d'argent? Oui, les aéroports sont peut-être une solution pratique pour le transport. Premièrement pour les passagers, parce que si on compare le transport aérien sur le plan produits, marchandises, etc., c'est trop cher. Donc on ne peut pas dépendre sur une telle méthode de transportation. Donc pour les cargaisons surtout. Exactement. Sur le plan passager, oui, si les distances permettent, c'est-à-dire si vous allez une distance de 100 km, c'est 1000 fois plus pratique d'aller en train, parce que le temps que vous prenez de chez vous à l'aéroport, et puis avec les restrictions, etc., de sécurité, ça prend du temps, et puis le vol, atterrissage et décollage, etc., ça prend encore une fois du temps. Donc jusqu'à certaines distances, c'est beaucoup plus pratique d'aller ou bien en train ou bien par des autoroutes. Mais dans les pays qui sont étendus, disons, de grandes superficies, oui, certainement, en allant en train, en avion, peut-être c'est un peu plus, je ne veux pas dire pratique, mais je veux dire c'est un peu plus rapide. Mais nous avons remarqué, même en Europe, vous avez dit Europe, c'est-à-dire pour aller de Londres à Paris, jadis on prenait l'avion, maintenant on a le train, le TGV. D'ailleurs, entre toutes les capitales et toutes les grandes villes en Europe continentale, on n'utilise que le TGV. Et le Eurostar, entre l'Angleterre et l'Europe, et on a pris ça tellement de fois, ça vraiment, ça prend peut-être un peu moins que le temps de l'avion, et les billets sont pour une grande famille peut-être un peu moins. Et surtout qu'il n'y a pas de restrictions sur le plan bagage, sur le plan poids, etc. Ce qui est encore un point assez important. Parce que toujours quand on... Mais en principe, certainement, les trains, grande vitesse, c'est une solution très, très, très pratique dans les pays où il faut bouger entre des villes dont la distance n'est pas si grande. Bon, une question que le simple citoyen pose, est-ce que nos conducteurs sauront conduire justement ces trains à grande vitesse et ces trains électriques, ou auront-ils vraiment besoin d'une longue formation? Et il faut toujours avoir une formation. Mais franchement, avec le développement que nous voyons et avec les ordinateurs, avec le numérique, etc., moi, à mon opinion, d'ici peut-être 5 ans ou 10 ans... Des trains sans conducteur. Sans conducteur, ça va. C'est tout mécanique, c'est tout...
régulé par ordinateur et on n'a pas besoin. Peut-être un monsieur qui supervise ici ou là, mais un conducteur proprement dit, on n'aura plus besoin. Pour les TGV en Europe, ils ont des conducteurs ou ils ont plus... Comme je dis, pas un conducteur par définition. Un conducteur, c'est celui qui a... qui conduit, qui conduit le qui train. chauffe, oui, justement. Il est responsable de la vitesse, des freins, etc. À mon opinion, ça c'est tout réglé à distance. Automatiquement. Automatique. Donc, il est là justement pour les hasards, les urgences, etc. Mais en principe, on n'aura plus. Mais je répète, toujours besoin, on a toujours besoin d'éducation, d'entraînement, etc. pour au moins savoir si jamais le cas se présente et il faut intervenir humainement, donc il doit être prêt à faire ça. Parlons des métiers qui vont disparaître. Nous avons déjà un métier qui a complètement disparu. D'ailleurs, c'est les poissonneurs dans les trains et dans les métros. Vous parlez aussi du métier des conducteurs de train, etc., qui va certainement dans quelques années disparaître. Quels sont les domaines les plus importants où nous allons voir naître de nouveaux métiers et, bien entendu, disparaître d'autres? Le numérique va assimiler beaucoup de gens. Et surtout ceux qui se concernent des programmes d'ordinateurs, etc., du software, comme on peut dire, et ils auront beaucoup à faire. Et à mon opinion, la plupart des travaux manuels vont être considérablement réduits parce que ça va être justement remplacé par des méthodes plus mécaniques, plus avec ordinateur, avec disons Internet, je ne sais pas, mais on a par exemple à mon opinion encore, ça n'a rien à faire avec les réseaux routiers, le transport, etc. Nous commençons à entendre maintenant que les banques se transforment en banques électroniques. Et il y a des banques fondées dernièrement qui ne travaillent que électronique. Et on commence à en avoir en Égypte. Mais oui, on a déjà une banque qui a été fondée il y a juste quelques semaines. Et on entend des branches électroniques dont pas de personnel. Donc ça, encore une fois, malheureusement, je veux dire que ça sera un des métiers qui va non pas disparaître, mais les messieurs, dames qui travaillent dans ce métier vont être considérablement éliminés. Du moins, ils ne seront pas confrontés au public. Absolument, absolument. Donc ça, c'est une chose qui va éventuellement... Et puis, comme vous l'avez dit, beaucoup de métiers qui ont à faire avec le transport particulièrement. D'ailleurs, maintenant, il y a des fabricants d'automobiles qui font des expériences sur les automobiles qui sont justement, qui peuvent aller sans chauffeur. Et je ne sais pas comment ça va, mais tout est équipé de façon à, donc, d'ici quelques années, le métier de conducteur et chauffeur ne va pas exister. Il y avait une étude récente réalisée par la Finlande où il parlait justement des métiers du futur et parmi vraiment les métiers qui seront très importants dans le futur proche, c'est la psychologie et les psychologues. Pourquoi, à votre avis, les gens auront des problèmes? Sans doute. C'est-à-dire, on peut s'imaginer, c'est-à-dire hypothétique. Vous êtes devant sur votre bureau, vous avez des lettres à écrire. Moi, je parle d'un secrétaire, un monsieur
qui travaille dans n'importe quoi. Et donc, il a affaire. Mais si jamais il est là simplement pour observer une machine qui fait tout, sans doute il va être ennuyé et peut-être il aura recours à des... Donc ça, c'est pour et c'est contre. Certainement, certainement. Bon, durant la réunion qui s'est passée il y a quelques jours entre le président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre et le ministre des Transports, Kamel El-Wazir, ils ont parlé non du remplacement, mais de relier le nouveau réseau ferroviaire à l'ancien. Est-ce que vous pensez que cela, vu l'état de l'ancien, bien entendu, peut se faire d'une manière assez subtile? Ça va prendre du temps, mais à mon opinion, ça sera la meilleure solution sera d'essayer de transformer les réseaux qui existent en des réseaux un peu plus modernes, peut-être électriques, pour qu'il y ait disons, un contact ou bien une liaison complète. Mais on va voir des changements, c'est-à-dire, et c'est partout maintenant en Europe et dans tout le monde, et il n'y a plus de, par exemple, stations de train qui sont au centre-ville. C'est-à-dire, ici, nous avons une fameuse station historique, etc. Bien sûr. Ça doit ne plus exister, c'est-à-dire, ce sont les lignes de métro qui lient. Mais en France, par exemple, à Paris, vous avez des stations de train au cœur de la ville. Maintenant, c'est au cœur de la ville. D'ailleurs, vous avez la gare du Nord, gare de l'Est, gare de l'Ouest. Donc, ce sont les directions que les trains prennent. Il y a 25 ans, 30 ans, c'était vraiment dans les, très proche des portes qui entouraient Paris. Maintenant, ça a grandi certainement. Mais je veux dire que ça, c'est normal. Vous prenez le train, vous descendez dans une station qui est à la frontière d'une ville, et puis c'est automatiquement, vous prenez le métro ou autre transportation pour aller n'importe où. Et c'est à cela qu'on va assister en Égypte? Je pense que ça doit venir. C'est-à-dire, ça ne peut pas aller sans ça. Parce que ces stations, ils prennent assez d'espace, et d'ici quelques années, les terrains seront très chers. Donc, ça ne sera plus pratique d'utiliser une superficie énorme simplement pour construire une station. Il vaut bien la construire ailleurs et utiliser cette superficie pour des choses plus, disons, économiques, plus importantes. Donc, quelles sont les grandes lignes du développement du réseau ferroviaire en Égypte? C'est-à-dire à quoi on va assister? Je pense qu'une des choses qui doit prendre lieu, c'est de lier le Caire, par exemple, à Aswan, disons aux frontières du Soudan. Et éventuellement, si jamais on continue, on parle maintenant d'une autoroute qui va prendre d'Alexandrie à Cape Town. Si jamais il y a une voie ferroviaire qui est parallèle, c'est encore mieux. Donc nous parlons de l'Égypte étendue. C'est vrai que oui, on peut prendre une voiture d'une ville à l'autre, mais le train, il va être un moyen de transport très important. C'est pour ça que je pense que d'ici, avec l'effort que Monsieur le ministre, ce monsieur ne dort pas. Le ministre des Transports? Il travaille 24 heures sur 24, probablement. Donc, avec tous ces efforts, je pense que d'ici une dizaine d'années, nous aurons une voie ferroviaire qui va couvrir pratiquement toute l'Égypte. Bon, maintenant pour le coût de tout cela, ça coûte vraiment des fortunes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va déployer tout cet argent? C'est calculé, c'est-à-dire bien qu'il
il y a des subventions sur le plan transport dans les villes internes, etc. Mais si jamais on parle d'une ville à l'autre, il faut être raisonnable. C'est-à-dire les prix doivent être étudiés d'une manière pratique. Et d'ailleurs, nous voyons même en Europe maintenant ce genre de voies, ça commence à devenir des investissements. Il y a des investisseurs privés qui établissent leur propre voie, ou routière ou ferroviaire. Donc c'est un business, c'est un travail. Et on doit vraiment aborder ce sujet de ce point de vue. Ce n'est plus un service ou une faveur. Non, on donne un bon service aux citoyens. Bon, il faut payer. Donc, ça coûte, et comme vous avez dit, ça coûte terriblement cher de construire ce genre de choses. On ne peut pas compter sur des aides d'ici ou bien on doit compter sur nous-mêmes. Mais je pense que quand on voit ça globalement, on peut aboutir à une formule qui soit d'un côté rentable au gouvernement ou aux constructeurs et de l'autre bout qui soit assez abordable par les utilisateurs, à mon opinion. Aussi, en parallèle, nous assistons à un grand développement d'aéroports aussi, puisque un nombre de nouveaux aéroports vont être inaugurés aussi prochainement, aussi bien entendu, que les nouvelles villes. Oui. N'en parlons pas de la capitale administrative. Bon, premièrement, les aéroports, et nous espérons très bien que le tourisme va revenir. Principalement, c'est pour justement les touristes, les étrangers, ou que ce soit égyptiens qui reviennent pour vacances, etc., ou les touristes qui viennent donc pour construire des aéroports près des sites touristiques, etc. Ça, c'est une chose qui existe partout et c'est une chose très pratique et qui doit prendre lieu. Donc ça, c'est en premier lieu. Certainement, il y a des aéroports qui vont servir comme aéroports locaux, un peu, si on peut dire cela. Mais en principe, les aéroports, c'est pour les touristes. Et puis, une fois que vous êtes sur place, il faut se transporter. Bien qu'il y a les réseaux routiers, il y a les autobus, le tourisme, etc. Mais si jamais cet aéroport, comme on voit d'ailleurs partout, est lié aux différentes villes par des chemins de fer qui sont propres, qui sont rapides, etc. Ça aide justement au développement du tourisme. C'est justement ce qu'on aspire. Alors oui, certainement, nous avons vu et nous allons voir des aéroports, beaucoup d'aéroports se construire, mais justement, ils seront probablement liés d'une façon très bonne avec toutes les villes de leur entourage, certainement. Je voudrais parler d'un dernier point qui est quand même important et qui parfois n'est pas vraiment assez développé ici, c'est les mesures de sécurité et de sûreté. En Europe, par exemple, les citoyens, même les enfants, ils ont cette culture. Maintenant, avec tous ces éléments que nous allons avoir qui correspondent vraiment aux standards internationaux, comment faire pour transformer le citoyen ou pour que le citoyen s'adapte à ces standards, en sachant les utiliser avec sécurité et en toute sûreté? Ça va venir. Ça va prendre du temps pour les citoyens âgés. Qui n'ont pas eu l'habitude de ce genre de choses. Au contraire, les citoyens âgés, ils ont plus cette culture que les nouvelles générations. Je suis un peu, je diffère avec vous. Vous parlez peut-être d'une certaine, disons, partie des citoyens, mais la plupart n'ont pas ça.
C'est une opinion. Bien sûr. Mais les petits-enfants peuvent être éduqués, c'est-à-dire dans les écoles, etc., etc. Et ils vont grandir en sachant que, oui, ces mesures doivent être en rigueur. Alors, ça va prendre quelque temps, mais d'ailleurs, le développement prend du temps. Et j'espère que d'ici et nous voyons justement le ministère de planification, il parle toujours de 2030, 2040, 2050, donc il y a toujours le regard vers l'avenir. Et à notre temps, l'avenir, c'était 5 ans. Maintenant, l'avenir, c'est 50 ans. Sur le plan un peu plus grand même, un peu hors du sujet, on parle d'une Afrique unie à l'année 60, donc 2060, on parle de 40 ans de ça, mais on commence dès maintenant à nous préparer. Donc ça va prendre du temps. Je ne pense pas que ça va prendre tellement de temps, mais c'est inévitable. On l'espère, en tout cas. Et dans un futur proche, quand est-ce que nous allons voir au moins les premiers fruits de ce développement ferroviaire? Et je pense que d'ici 3 ans, ils ont dit que cette première ligne va se construire 3 ans, ça va prendre 3 ans de Ain Sokhna à... Si jamais on va en parallèle, je pense que d'ici 5-6 ans, on va voir une révolution sur le plan et routier et ferroviaire. On l'espère en tout cas. Monsieur Raouf Ghafar, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonne soirée. Et on vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.